Vous écoutez Marilyn Monroe, la célébrité à tout prix, épisode 2, première partie. À l'automne 1946, Norma Jean commence son contrat à la Fox. Déterminée à ne rien laisser se mettre en travers de son chemin, elle manque de renverser le garde au poste de contrôle, car elle n'a qu'une hâte, commencer à se former. Mais sa professeure d'art dramatique, Elena Sorel, n'est pas impressionnée. Marilyn se tient mal, elle manque d'assurance, bégaie, et sa voix ne porte pas assez. En répétant des textes, la coach joue la sourde oreille pour l'obliger à hausser le ton. Le résultat n'étant toujours pas satisfaisant, elle conseille à Norma Jean d'aller suivre une formation à l'Actors Lab pour apprendre l'introspection, la recherche des motivations profondes des personnages et atteindre un plus grand degré de réalisme. Entre-temps, Ben Lyon met Norma Jean sur un char pour une parade et lui annonce qu'elle va devoir changer de nom. Alors qu'elle se donne corps et âme, Ben Siegel la réquisitionne pour la grande ouverture de son casino, la chargeant d'inciter les clients à jouer. Elle m'a appelé et m'a dit « Je suis en ville ». Et elle était à l'hôtel Flamingo qui venait d'ouvrir. Bill Purcell, ami de Las Vegas. On est allé dehors près de la piscine et elle s'est assise et m'a dit qu'elle avait un nouveau nom. Je lui ai demandé lequel. Et elle m'a annoncé, ajoutant « Il ne me plaît pas ». Ils ne m'ont pas vraiment consulté. Elle était en colère. Alors je lui ai demandé quel nom elle aurait préféré. Elle a dit Jean. Et moi, comme Jean Harlow? Elle a dit oui. Donc tu préférais Jean Monroe? Elle m'a dit « J'aime Monroe car c'est le nom de jeune fille de ma mère ». Alors j'ai proposé Norma Jean Monroe. Et elle a fait « Oui, ça sonne mieux ». Et tout d'un coup, un type est apparu derrière moi. « C'est donc ici que tu te caches ?» Il fallait qu'elle y retourne. Donc on est rentré et elle a été escortée jusqu'à une table de craps. Norma Jean se plaint auprès de Ben Siegel qu'on ne lui a toujours pas confié le moindre rôle au cinéma. Il lui promet que les choses vont changer. De retour à la Fox à Los Angeles, elle sympathise devant la fontaine à eau avec le journaliste Sidney Skolsky, qui dispose d'un bureau au studio. Suite à quoi, il rédige un article dans lequel il présente Marilyn comme une jeune Lana Turner dont vous entendrez bientôt parler. Les deux amis se retrouveront régulièrement chez Schwab et, comme Skolsky n'a jamais appris à conduire, c'est elle qui l'emmène aux avant-premières et aux soirées mondaines d'Hollywood. Mais il n'est pas le seul dont elle s'inspire pour sa métamorphose. À l'époque, j'étais ami avec les deux fils de Charlie Chaplin, Sidney et Charlie Jr. Ils étaient tous les deux sortis avec elle. Steve Ace, ami de Marilyn. Un soir, au restaurant Le Jardin d'Allah, elle est arrivée avec Sidney et il me l'a présentée. Étant par nature assez directe, quand elle a commencé à me faire du gringue, je l'ai freinée dans son élan. « Arrête, ça ne sert à rien. Je veux juste qu'on soit amis. » Elle ne pouvait s'empêcher de flirter avec tous les hommes qu'elle rencontrait. Elle espérait sans doute, en sortant avec moi, que je pourrais lui être utile. Elle se met à fréquenter Charles Jr., qui la présente à son père, le légendaire Charlie Chaplin. Celui-ci lui raconte comment il a créé le personnage de Charlot. Et il incite Marilyn à se construire, elle aussi, un personnage capable de fasciner le public. Tous les matins, Marilyn vient discuter avec l'équipe d'attachés de presse de la Fox, n'hésitant pas à flirter avec les plus jeunes, comme Jet Ford. Elle a conquis tout le monde au bureau des relations publiques. Les gens se sont attachés à elle. Et très vite, elle faisait partie des meubles. James Glag, biographe. Elle se pointait là-bas tous les jours. Jet Ford a vite compris le message. Attention, cette fille bénéficie d'un appui haut placé. En février, le Sunday World Herald publie un article la décrivant comme une jeune femme de 18 ans, repérée par un dénicheur de talent, alors qu'elle officiait comme babysitter de ses enfants. Et peu de temps après,
elle décroche son premier rôle en tant que lycéenne dans un film avec June Hever, elle aussi une protégée de Ben Siegel. On demande au réalisateur, Hugh Herbert, de rajouter une scène au film pour y inclure Marilyn. Je suis allée frapper à la porte de sa loge et elle m'a très bien reçue. J'ai dit « Je suis la fille du type qui a écrit le film, je peux entrer pour me présenter ?» Et elle a dit « Bien sûr !» C'était super. Diana Herbert, fille de Hugh Herbert. On s'est assises et on a discuté. Elle était en train de se maquiller et de se coiffer. Mais elle était vraiment plongée dans notre conversation. Quand elle discutait, elle était vraiment avec toi. Rien ni personne ne pouvait interférer. Si quelqu'un venait frapper à la porte, elle demandait « Qui est là ?» Peu importe qui c'était, elle répondait « Pouvez-vous repasser? Je suis en pleine discussion avec une amie. » Et la personne s'en allait. Elle était ouverte, chaleureuse et accueillante. 4 mois plus tard, Ben Siegel est assassiné et la scène de Marilyn est coupée au montage. Par chance, elle a déjà été retenue pour un deuxième film, Dangerous Years, produit par un proche de Ben Siegel. Elle y interprète une serveuse au caractère bien trempé, donnant la réplique à un client qui tente de la séduire. Ce film lui donne l'occasion de renverser les rôles en flirtant avec un homme plus âgé qu'elle. En juillet, Marilyn apprend que son contrat à la Fox n'est pas renouvelé. Qu'à cela ne tienne, elle préfère sauter un repas plutôt que de renoncer à sa formation à l'Actors Lab. C'est là qu'elle se lie d'amitié avec Dorothy Dandridge, une jeune actrice qui la présente à Phil Moore, jazzman talentueux, avec lequel Marilyn se met à prendre des cours. Il lui enseigne à mieux placer sa voix, à détendre son corps lorsqu'elle chante, et à ajouter des petits gestes, un claquement de main ou un hochement de tête, pour appuyer les paroles de ses chansons. En août, à un tournoi de golf, Marilyn rencontre un autre ami de Ben Siegel, l'acteur John Carroll. Il a été fiancé à Virginia Hill avant d'épouser Lucille Ryman, dénicheuse de talent pour la MGM. Mais si Marilyn est jolie et séduisante, elle n'a pas l'élégance recherchée par Louis B. Mayer chez ses comédiennes. Malgré tout, John et Lucille l'informent des castings en cours et l'aident à payer ses cours de chant, de danse et d'art dramatique. Grâce à eux, elle décroche même quelques rôles au théâtre. En parallèle, Marilyn fait la tournée de tous les grands studios. Elle fait sensation chez Universal, notamment auprès d'un jeune acteur qui succombe à son charme. Un jour, une jolie starlette est venue au studio pour essayer de décrocher un contrat. Universal ne l'a pas embauchée. Aucun studio ne voulait d'elle à l'époque. Tony Curtis, acteur. Elle portait un chemisier transparent qui laissait entrevoir sa poitrine. Les scénaristes étaient tous à la fenêtre de leur bureau. Ils la regardaient passer en applaudissant. Elle n'est même pas encore arrivée au portail que Tony vient se présenter et lui faire du charme. Je lui ai demandé si je pouvais l'appeler. Elle m'a dit oui et m'a donné son numéro de téléphone. Je l'ai revu le lendemain. On a finalement passé 4 mois ensemble. Notre relation n'était pas tant d'ordre sexuel que relationnel. On apprenait à se connaître l'un l'autre. En définitive, on est devenus de très bons amis. Tony Curtis étant sous contrat chez Universal, Marilyn veut tout savoir sur sa carrière, son agent, et aussi comment s'y prendre pour décrocher un contrat. Marilyn ne pensait qu'à sa carrière. C'était la seule chose qui comptait. Rien d'autre n'avait d'importance parce qu'elle voulait absolument percer. Elle savait déjà à l'époque, avant tout le monde, qu'elle aurait du succès. Pourtant, on ne lui a pas fait tourner de films importants avant 1953-1954. À l'époque, elle vivait avec Joe Skank, le patron du studio. Alors évidemment,
J'ai été très déçu quand j'ai appris cela. En février 1948, John Carroll présente Marilyn à son ami Pat DeCicco, un mafieux notoire. Quelques jours plus tard, celui-ci l'emmène à une soirée chez Joseph Schenck, l'ancien patron de la Fox, qui possède une immense villa sur les hauteurs de Los Angeles. Schenck tombe sous le charme de la jeune starlet, dont il apprécie la gentillesse et l'originalité, et il prendra l'habitude de lui envoyer une limousine pour ses prochaines soirées. Schenck se tourne ainsi vers son ami Harry Cohn, le patron de la Columbia, qui accepte de prendre Marilyn à l'essai pour 6 mois. Le studio cherche une blonde capable de chanter et danser, ayant un air de ressemblance avec l'actrice Adele Jergens, pour jouer le rôle de sa fille dans une comédie musicale à petit budget. Si Marilyn répond à tous ces critères, elle a besoin d'un relooking et d'entraînement. Comme on l'a fait pour Rita Hayworth, un coiffeur de studio propose qu'on lui élargisse le front en supprimant des racines de ses cheveux par électrolyse. Glamour oblige. En parallèle, elle répète une chanson avec le coach musical de la Columbia, Fred Karger. Mais Cohen se plaint que la voix de Marilyn ne porte pas assez. Karger le rassure, les micros se chargeront de l'amplifier. Le tycoon accepte, mais insiste pour que la coach d'art dramatique du studio, Natasha Lytess, prépare la jeune actrice au rôle. Natasha Lytess est découragée par cette débutante timide qui gigote sans cesse et manque cruellement d'élégance. Marilyn n'arrive pas à mémoriser ses textes. Sa démarche, ses expressions et sa diction laissent à désirer, et le timbre de sa voix irrite au plus haut point. Lytess a l'idée de la faire parler d'une voix feutrée qui deviendra sa marque de fabrique. Natasha Lytess s'intéressait à toutes les facettes de la technique d'un acteur, dont la voix était un aspect fondamental pour elle. Carl Rollinson, professeur de journalisme. Elle a travaillé avec Marilyn pour adopter le bon registre, la bonne tonalité, l'encourageant à prononcer les mots en les chuchotant comme hors d'haleine, ce que Monroe a repris pour certains de ses rôles. Marilyn convainc Bruno Bernard de l'emmener voir la danseuse Lily Saint-Cyr. Son spectacle d'effeuillage à la mise en scène travaillée est réputé être un chef-d'œuvre. Pour Marilyn, ce n'est rien de moins qu'une révélation dont elle s'inspirera pour son prochain rôle. Elle a été impressionnée par la façon dont Lily pouvait être sexy sans être vulgaire. Kelly DiNardo, biographe de Lily Saint-Cyr. Elle savait bouger de manière suggestive et elle était incroyablement sensuelle sans être licencieuse ou trop charnelle. C'est entre autres ce qui a rendu Lily si célèbre. Les efforts déployés paient enfin. Dans Les Reines du music-hall, son jeu et sa voix sont très appréciés. Mais sa manière de danser manque encore de souplesse et de naturel. Les Reines du music-hall est l'un de ses premiers grands rôles. Sa performance élégante et réussie marque un tournant de sa carrière. Elle a pris conscience du fait qu'elle pouvait tirer son épingle du jeu, que tout cela n'était pas seulement un rêve, mais potentiellement du concret. Le patron du studio, Harry Cohen, se montre plus intéressé par les dessous de Marilyn que par son talent. Et en refusant ses avances, elle signe la fin de son contrat avec la Columbia. Cela ne l'empêche pas de ressentir une grande fierté à la sortie du film. Elle passe et repasse devant le cinéma pour le plaisir de voir son nom inscrit au fronton. Son seul regret ? Ses anciens camarades de classe ne sauront pas qu'il s'agit de la Norma Jean dont il se moquait. Marilyn est inquiète, car Cohen lui a fait comprendre qu'elle ne serait plus embauchée nulle part. Elle reprend son travail de mannequin. Pour leur prochaine séance, Bruno Bernard l'emmène à Palm Springs, ville fréquentée par le tout Hollywood. Mon père l'a conduite au Racquet Club, où il lui a demandé de prendre la pose sur le plongeoir.
Et soudain, s'extrayant d'une chaise longue où il devait prendre le soleil, un ami de mon père, Johnny Hyde, s'est présenté. « Bernie, ça ne te dérange pas si je prends quelques photos de cette jeune femme ?» Sans même attendre la réponse, il a couru chercher son icône et s'est mis à la mitrailler. Le temps pour lui d'aller récupérer de nouvelles pellicules, Marilyn a demandé « C'est qui ce crétin ?» Lui apprenant que ce crétin n'était autre que le vice-président de l'agence artistique William Morris, mon père n'avait dès lors plus qu'à plier bagage. Johnny Hyde est séduit par l'élégance, la sensualité et la fragilité de la jeune femme. Il l'emmène à des soirées mondaines pour qu'elle y rencontre des producteurs et des directeurs de casting. Il s'acharne, jusqu'à ce qu'en octobre 1948, elle décroche enfin un rôle dans un film des Marx Brothers. Son personnage s'inspire des pompes sexuelles des dessins animés de Tex Avery. Fin mai, Johnny doit se rendre sur la Côte d'Azur pour le prestigieux mariage de sa cliente Rita Hayworth avec le prince Ali Khan. Johnny a pour mission de convaincre sa comédienne de ne pas couper les ponts avec Hollywood. Marilyn, jalouse, se sent délaissée. Elle se met à étudier les poses sexy de sa rivale dans La Reine de Broadway, un film de 1944. Le jour même du mariage, Marilyn se présente au studio du photographe Tom Kelly. Voilà des semaines qu'il lui demande de poser nue pour un calendrier et elle accepte enfin. Alors que le tourne-disque joue le dernier tube du jazzman Artie Shaw, Marilyn se déshabille et Kelly prend les clichés qui deviendront les plus célèbres de sa carrière. En étant nue selon son envie, qu'elle pose pour un calendrier ou se balade chez elle, c'est son corps qu'elle se réapproprie. Jules Cashford, psychologue. Et ce corps est tel qu'on le lui a donné à la naissance, sans rien. C'est un acte de défiance pour elle et sa façon de reprendre possession de quelque chose qu'on lui avait enlevé. Peu de temps après, Marilyn est envoyée faire la promotion du film La pêche au trésor. La tournée est très intense et elle enchaîne les événements, dissimulant son stress derrière le sourire chaleureux qu'elle lance à tous les photographes. Depuis Chicago, elle m'a appelé en larmes. Ses sollicitations permanentes la rendaient folle. Bill Purcell, ami de Las Vegas. S'asseoir ici, se déplacer là, attendre le changement de lumière, faire ci, ne pas faire ça, enfiler tel vêtement. Bref, elle était au bout du rouleau et menaçait de s'asperger le visage d'acide chlorhydrique. Je voulais prendre le premier avion, la rejoindre à son hôtel, mais elle a répondu « Pas la peine, je serai à la maison dans quelques heures ». Je l'ai convaincue de ne pas faire de bêtises. C'est alors qu'elle m'a confié vouloir tout arrêter, se marier et fonder une famille. Mais il me restait pour ma part encore 1 an d'université. On n'en avait pas les moyens. Alors je lui ai fait comprendre que j'étais là, que je l'attendrais, et je lui ai conseillé de ne pas abandonner son rêve d'enfance, devenir actrice de cinéma. À l'automne 1949, Johnny Hyde lui décroche une audition pour un film de John Huston. Après un premier essai parfaitement raté, dans lequel elle manque de naturel et d'allant, Marilyn s'enferme 3 jours avec sa coach pour tout reprendre à zéro. Natasha l'aide à utiliser ses peurs pour exprimer sa vulnérabilité. Et pour développer sa sensualité, elle lui apprend à embrasser en montrant ses sentiments. Leur relation s'approfondit et leur travail porte ses fruits. Lors de l'essai caméra, Huston est impressionné par le résultat. Et il obtient le feu vert du patron de MGM, Louis B. Mayer, convaincu lui aussi. Si la performance de Marilyn n'impressionne personne sur le tournage, le résultat sur la pellicule est tout autre. Le film « Quand la ville dort » marque un tournant dans la carrière de Marilyn. Steve Ace, ami de Marilyn. Quand ils l'ont vue à l'écran et qu'ils ont réalisé à quel point la caméra la flattait, c'était joué. Tout cela, c'était grâce à Johnny Hyde. C'est grâce à lui qu'elle est devenue célèbre. Il était prêt à tout pour la mettre sous le feu des projecteurs. Il a fait d'elle sa priorité. En réalité, Natasha joue un rôle tout aussi important dans la vie de Marilyn que la figure paternelle incarnée par Johnny. La jeune actrice emménage chez sa coach
avec laquelle elle entretient une relation secrète. Marilyn a eu une liaison avec Natasha Lytess. Elle a connu des épisodes lesbiens tout au long de sa vie et s'est sentie parfois plus lesbienne que bisexuelle. Lois Banner, biographe. Son désir pour les femmes était fort, elle en avait conscience. Or, dans les années 1950, afficher ses tendances homosexuelles était illégal. De quoi donc l'effrayer, comme nombre de célébrités ? Sans doute a-t-elle vécu de longues périodes sans y céder, mais elle a aussi reconnu être sensible à la vue d'une belle femme. Et précisé ensuite ne pas savoir pourquoi elle avait de telles pulsions et surtout qu'elle aurait préféré ne pas les avoir. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Marilyn Monroe, la célébrité à tout prix, est un podcast coproduit par Initial Studio et French Connection Film, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme, écrite et réalisée par Yann Hers. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Marie Agassin. Montage, Camille Legras, avec la voix de Camille Clément.